Allez, on attaque le grand débat de cette émission ETF numéro 3. Régis à mes côtés et nos deux invités, nos deux conseillers indépendants qui nous ont rejoints. Nicolas Palmitessa, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ventes France de la Baloise Assurance. Et Emmanuel Nara, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur et dirigeant d'Haussmann Patrimoine. On va parler entre autres des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Tout d'abord, Nicolas, un petit mot de présentation de la Baloise Assurance. Sur la Baloise, oui, Baloise, un groupe suisse de Bâle comme son nom l'indique. Nous sommes cotés donc en bourse de Zurich, totalement indépendants. Nous avons 150 ans d'existence et présents à Luxembourg depuis 120 ans. Alors c'est justement pour ça qu'on va parler de l'assurance vie luxembourgeoise. En quelques mots, quels en sont les avantages? Les avantages, la transparence fiscale du contrat, c'est-à-dire que les avantages ne sont pas des avantages fiscaux. Le client français aura la même fiscalité que son contrat français. Flexibilité du contrat luxembourgeois et sécurité du contrat luxembourgeois également. Les deux gros avantages du Luxembourg, avec également le côté expatriation pour suivre finalement les souscripteurs à travers l'Europe. Alors en France, on a cette image, je crois, du contrat luxembourgeois quelque peu inaccessible parce que réservé à une élite et très cher. Est-ce que c'est le cas ? Pas forcément. C'est vrai que c'est souvent la remarque qu'on fait. Ça a été le cas dans les débuts, il y a quelques années, il y a, je dirais, une dizaine d'années, où effectivement les premiers souscripteurs à y accéder étaient ceux avec une surface financière assez conséquente, mais l'offre maintenant assez démocratisée. Et notre contrat, par exemple, est accessible à partir de 50 000 € et n'est pas plus cher qu'un contrat français. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeoise à la Baloise? Alors concrètement, nous travaillons avec plusieurs partenaires, les partenaires finalement financiers des clients, que ce soit des conseillers en investissement financier comme Emmanuel d'Haussmann Patrimoine ici présent, banque, family office, société de gestion, finalement tous les acteurs qui ont des besoins et on leur offre des solutions luxembourgeoises pour leurs clients. Alors justement, on va s'adresser maintenant à Emmanuel Nara, qui est utilisateur de vos produits. Un petit mot de présentation d'Haussmann Patrimoine. Tout d'abord, votre positionnement, nombre de clients. Alors en quelques mots, Haussmann Patrimoine est une structure un peu plus jeune que la Baloise. J'ai créé le cabinet en 2004. Aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs. On a créé le cabinet avec un positionnement qui est de faire mieux que les banques privées. Donc c'est ce à quoi on s'emploie quotidiennement. On est un cabinet de plein exercice, c'est-à-dire que l'on fait autant d'immobilier que de financier. On considère que la gestion de patrimoine est un ensemble et que ce serait un peu incomplet de s'intéresser que à l'immobilier ou que aux financiers. Moi personnellement, je viens d'une maison de gestion, Robeco pour ne pas les nommer, qui est un gérant d'actifs européen qui a une expertise en matière de gestion benchmarkée. Donc j'ai aussi un de mes collaborateurs qui s'occupe de l'allocation d'actifs, qui est un ancien de Robeco. Donc on a quelques biais financiers, on va dire, et également un intérêt pour la gestion d'actifs, les OPCVM cotés, que moi je trouve personnellement très intéressant, puisque Robeco était au début du siècle dernier un des précurseurs des OPCVM cotés, et je suis même surpris qu'aujourd'hui ce ne soit pas davantage répandu. Alors on en revient aux ETF, vous êtes utilisateur d'ETF, pourquoi avoir choisi de les proposer à vos clients? Tout simplement parce qu'on couvre 100% des produits du marché. Notre rôle en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est de sélectionner des produits dans chaque secteur, dans chaque domaine. Et ignorer les ETF aujourd'hui, ce serait vraiment un gros trou dans la raquette, puisque ce sont des instruments modernes et très intéressants pour les professionnels, à mon avis. À quelle typologie de clients proposez-vous ces ETF? Alors, il y a des clients qui les demandent, mais ils sont minoritaires aujourd'hui. Les clients qui s'intéressent aux ETF sont parfois des financiers, puisqu'on a des clients qui sont des professionnels de la finance, de la gestion d'actifs, et qui sont très demandeurs évidemment de ce type de produits, ou des investisseurs qui ont des surfaces financières importantes et une culture également assez supérieure à la moyenne, donc qui nous interrogent, nous challengent sur ce genre de produits. Par contre, sur des investisseurs, on va dire, plus proches de la clientèle de la banque privée, c'est plutôt nous qui prenons les devants et qui les intéressons à ce sujet, et on leur explique en quoi l'ETF peut apporter un complément utile dans leur portefeuille.
Nicolas, question pour vous à la Baloise. Vous avez lancé un contrat en ETF. Pour quelle raison? Oui, tout à fait. En fait, on a lancé un contrat ETF tout d'abord parce que en fait, nous sommes à l'écoute des clients et également des enfants des clients, les générations passant au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'on a eu une demande en fait à la base de certains clients qui étaient demandeurs, qui commençaient à s'intéresser aux ETF. Et moi, ayant un cursus financier, en discutant avec Régis, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en fait le moteur de performance est l'allocation d'actifs. Et donc finalement, par rapport à des produits qui vont chercher finalement des secteurs ou de la géographie, on arrive à construire un portefeuille qui est finalement beaucoup plus, qui amène une certaine performance et qui est différenciant des OPCVM. Régis. Alors moi j'ai une question à Emmanuel, parce qu'on peut distinguer un petit peu deux types d'utilisateurs d'ETF. Il y a ceux qui pensent qu'un indice est imbattable et qui le mieux est de le répliquer de manière la plus pure et la moins chère possible. D'autres estiment qu'on peut faire de la gestion active avec des ETF en faisant des choix thématiques, sectoriels. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Est-ce que vos clients ont un avis sur la question? Alors, encore une fois, certains clients professionnels ont des avis parfois très tranchés. La majorité de nos clients quand même s'en remet à nous. Donc on est là pour leur expliquer les limites de chaque solution, parce que il y a les partisans évidemment de la gestion active et puis ceux qui sont partisans de la gestion passive. Parfois, ils s'opposent avec des arguments qui, de mon point de vue, sont parfois un peu excessifs. Je me méfie beaucoup des visions extrêmes qui excluraient complètement un aspect ou l'autre. Pour moi, l'ETF est un outil, un instrument financier assez sophistiqué qui a pas mal d'atouts et pas uniquement les coûts réduits, puisque bon, c'est souvent ce qui revient dans l'esprit des personnes qui connaissent un petit peu ce marché. Mais pour moi, ça n'est pas l'élément le plus important. Les frais sont parfois une obsession chez certaines personnes. Or, moi, j'ai jamais vu un client se ruiner à cause des frais. J'ai vu des personnes perdre beaucoup d'argent avec des actifs sur lesquels il y avait très peu ou voire pas de frais du tout, et puis d'autres ont gagné beaucoup avec des produits plus chargés entre guillemets. Donc tout dépend ensuite de la décision de gestion. S'il y a un bon gérant qui est capable de prendre des bonnes décisions, qui est capable de le démontrer dans le temps, une rémunération pour ce service est tout à fait justifiée. À l'inverse, un client novice qui se lancerait tout seul dans les ETF, je pense, prendrait également de gros risques. Donc moi, je n'oppose pas du tout gestion active et gestion passive. De toute façon, on est toujours obligé de faire une gestion active, puisque une fois qu'on a choisi d'avoir des ETF, il faut bien choisir d'en acheter et d'en vendre. Une question qu'on s'est déjà posée dans cette émission, Régis. Est-ce que les ETF sont réservés à une élite ou pas? C'est une question que je vous pose, Nicolas. Non, pas forcément. En fait, on a entendu parler de sophistication du produit, des produits. L'ETF pour nous reste un moyen d'accéder finalement à un secteur, à un marché, à un produit. Effectivement, alors on a plusieurs critères pour y accéder. Donc les ETF sont moins chargés, les ETF sont peut-être plus diversifiés, vont s'adresser à certaines personnes. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'élitiste, Régis. Non, alors moi je trouve que c'est exactement le contraire d'un produit élitiste, puisque il est accessible par tout le monde et dans les mêmes conditions financières. L'institutionnel qui en achètera pour 500 millions ou le particulier pour 500 euros ou plus achètera strictement le même ETF. Peut-être il y a une question aussi que j'aimerais poser à tous les deux si on a encore une minute. C'est selon vous quels sont les freins à l'adoption des ETF par les particuliers, pour reprendre un petit peu la question qui fâche de tout à l'heure? C'est vrai que moi de mon côté, par rapport au contact que j'ai avec certains des souscripteurs, certains souscripteurs me disent effectivement j'en entends parler, mais je ne suis pas encore très averti sur le fait que qu'est-ce qu'un ETF, qu'est-ce qui se cache derrière un ETF. Donc c'est peut-être effectivement le mot ETF qui fait peur en disant c'est pas un fonds, parce que les souscripteurs, les clients connaissent bien les fonds, on en a parlé. Pourtant juridiquement c'est un fonds. Exact, mais dans l'esprit des souscripteurs, voilà. Donc c'est peut-être un petit peu effectivement une pédagogie à avoir, une explication tout simplement à évoquer avec les clients en fait. D'accord. Emmanuel?
Alors le frein sur les ETF, hormis le fait que beaucoup de personnes ne savent pas quelle est la signification de ces 3 lettres, c'est la gestion, parce qu'une fois que l'on a choisi parmi 4000 ETF les 40 ou les 10 que l'on mettra dans son portefeuille, on n'a encore rien fait. Il faut ensuite les suivre, arbitrer et prendre des décisions de gestion. Donc beaucoup de particuliers ne sont pas capables de choisir et d'arbitrer eux-mêmes leurs ETF. Et là où je trouve que les choses évoluent de manière très intéressante, c'est que l'on a maintenant des mandats de gestion d'ETF que nous on utilise parmi d'autres mandats et qui offrent cette couche de gestion, cet accompagnement financier. Et dans le contrat par exemple de la Baloise qu'on a utilisé la semaine dernière pour un client chef d'entreprise qui a vendu son affaire, on a utilisé donc le contrat luxembourgeois qui offre beaucoup de solutions souples et modernes. On a 5 mandats dans le même contrat et un fonds de notre côté dédié. Donc on peut vraiment faire du sur-mesure et on utilise parmi les mandats un mandat d'ETF et paradoxalement pas parce qu'il est plus performant que les autres, mais parce qu'il offre le meilleur rendement risque-performance. Et ce mandat-là, on l'a choisi dans une liste de 18 mandats. Donc on se rend compte que une fois qu'on a dit les ETF c'est pas cher, on n'a encore rien dit. Ensuite, il y a plein de façons d'utiliser les ETF, plusieurs mandats possibles. Il faut encore choisir son mandat et probablement que d'ici 6 mois ou 1 an, notre client ne sera pas sur le même mandat. On aura peut-être arbitré vers un autre mandat. Juste un mot peut-être juste pour rajouter, c'est vrai que comme l'a dit Emmanuel sur les ETF, c'est une complémentarité finalement à notre offre. Effectivement, le contrat qu'on est en train de monter avec Haussmann Patrimoine en ce moment, c'est un contrat unique qui va détenir 5 poches, donc 4 fonds internes dédiés, un fonds d'assurance spécialisé avec de la gestion, quelques poches avec de la gestion discrétionnaire classique, gestion discrétionnaire avec des maisons de gestion classique, une poche gestion ETF et une poche qui va détenir un actif non coté qui lui aussi est amené à générer de la performance. Donc on voit bien qu'il y a une complémentarité grâce à la flexibilité du contrat luxembourgeois qui permet de composer finalement un contrat qui va répondre à plusieurs demandes des clients vis-à-vis surtout du contexte économique actuel. Ouais, c'est vrai que l'écrin de l'assurance vie luxembourgeoise couplée à l'utilisation des ETF et d'une allocation d'actifs performante tombe quelque part comme une évidence, et l'ETF donc n'est pas à réserver à des investisseurs qui souhaitent faire baisser leurs frais, et c'est peut-être pas le vrai sujet de l'ETF, mais le vrai sujet c'est l'allocation d'actifs. Dernière question pour conclure, on voit qu'ils montent en puissance, ces ETF, d'après vous c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est quelque chose qui est durable, Nicolas? Non, je pense que c'est quelque chose qui est durable, et j'en parlais hier avec une gérante d'actifs qui me disait, moi je gère actions, mais pour accéder à des secteurs ou à des secteurs économiques ou géographiques un peu compliqués, type émergents, etc., je vais chercher de l'ETF parce que j'ai pas envie, au niveau des frais et au niveau de la sélection des actions de titres en direct, d'aller acheter des actions indiennes en roupies sur la bourse indienne. Donc elles passent par des ETF. Donc on voit bien qu'il y a finalement une complémentarité au niveau de ces produits. Donc je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Emmanuel, votre avis sur la question? J'ai la même opinion, on ne peut pas parler d'un effet de mode, je crois que la révolution elle est en route. Les OPCVM qu'on a connus, c'est des structures qui sont anciennes, je dirais presque à la limite un peu obsolètes, et à notre époque où tout va très vite, où on est dans des transactions à la nanoseconde, c'est quand même étonnant que sur un OPCVM, il faille respecter une heure limite pour passer son ordre qui sera peut-être exécuté le lendemain ou sur le lendemain, alors qu'avec un ETF, on peut faire des transactions toute la journée, rien que pour cette raison, je pense que l'outil est beaucoup plus moderne que nos vieux OPCVM du siècle dernier, je crois qu'on peut dire. Très bien. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Emmanuel Nara, fondateur d'Haussmann Patrimoine, et Nicolas Palmitessa, responsable des ventes France de la Baloise Assurance. Voilà pour le grand débat. Régis, vous restez avec nous pour la dernière séquence de cette émission. Les conseils de J'investis moins cher.